Allez, top enregistrement. Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en accueillant M. Pierre Ferracci, président du Paris FC, et M. Fabrice Hérault, directeur général délégué. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Après l'audition du HAC, Club du Havre, que nous venons de conclure, nous poursuivons donc notre travail sur la situation des clubs de Ligue 2. Monsieur Ferracci, vous êtes à la tête du club depuis maintenant 9 ans. Votre solide expérience nous sera donc précieuse. Je souhaiterais, avec Cédric Roussel, notre rapporteur, vivement vous entendre sur la situation du Paris FC et plus généralement recueillir votre point de vue sur les difficultés que rencontre aujourd'hui le football français. La mission s'attache à identifier les moyens disponibles pour sortir de la crise et notamment les évolutions réglementaires qui seraient nécessaires. Si vous le voulez bien, je vous cède la parole pour un exposé de 10 à 15 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission et principalement notre rapporteur Cédric Roussel. Merci beaucoup et merci de nous recevoir. C'est avec plaisir qu'on se livre à cet échange. On est confronté, comme l'ensemble du football professionnel, mais aussi du football amateur, à une crise extrêmement grave, alors qu'il y a des fondements aussi au-delà de nos frontières. Il y a une crise du football européen et on est aussi impacté par ça. Mais là, le fiasco Mediapro en rajoute une quotité qui est assez impressionnante et qui met beaucoup de clubs en péril aujourd'hui et nous secoue, nous comme les autres. Je vais y revenir. Tous les budgets de l'année qui vient de s'écouler ont été faits sur la base, même si certains ont été plus prudents que d'autres, des droits audiovisuels que Mediapro avait promis. Et même garantis selon les informations que nous avions eues, qui se sont avérées visiblement erronées. Je pense même que certains clubs, d'ailleurs, ont anticipé certaines dépenses en comptant sur les droits audiovisuels futurs et pas seulement de cette année. La crise est grave. Pourquoi ? D'abord parce que ce fiasco vient s'ajouter d'abord aux difficultés liées à la crise pandémique, qui a vidé les stades. Alors, c'est peut-être moins pesant sur les clubs de Ligue 2 et moins pesant sur le Paris FC, parce que c'est un de nos points faibles encore que la fréquentation du stade Charletti, mais ça joue quand même, parce que derrière la présence des supporters, il y a aussi la gestion des partenaires, des hospitalités, qui fait qu'il y a un manque de recettes. Mais le problème, c'est qu'à côté de la baisse drastique des droits de télé qui étaient prévus, des droits audiovisuels qui étaient prévus, il y a forcément une mise en cause aussi du sponsoring, puisque les partenaires des clubs vivent leur propre crise. On a comme partenaire, par exemple, Aéroport de Paris. C'est évident que, confronté à la crise qui est la sienne, on ne peut pas prévoir ce qui était prévu avec lui les années précédentes, et on est déjà content que le partenariat soit maintenu. Et puis le trading, qui est une ressource importante aussi pour le football français. Alors, je pense qu'une de ses faiblesses, c'est que le trading et les droits audiovisuels pèsent trop lourd par rapport à l'ensemble. Enfin, c'est une réalité pour le football français, c'est le cas de notre club. C'est un pays formateur. Et donc, dans les échanges liés au trading, il est plus vendeur qu'acheteur. Et ça représente une partie des ressources non négligeables. Ce trading a déjà baissé drastiquement l'été dernier. Ça s'est confirmé au mercato d'hiver, même s'il est de moindre importance. Et c'est en train de se confirmer là dans le mercato qui est en cours, puisqu'on voit bien que c'est le calme plat et qu'il y a moins d'échanges. Et quand les échanges se font, c'est dans des registres beaucoup moins importants que par le passé. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'à côté de la baisse des droits audiovisuels, il y a la baisse de toutes les autres ressources du football. Le trading, les sponsors. Alors, quand je dis la baisse, en tout cas, des difficultés à faire bouger les lignes. Et bien entendu les recettes de billetterie et d'hospitalité qui vont avec. Bon, c'est une crise qui va durer, puisque vous avez eu que le choix qui a été fait après le fiasco de Mediapro par la Ligue professionnelle de football, gèle les droits pour les 3 ans à venir. Le choix qui a été fait à l'époque, on a dit que l'ensemble des clubs se félicitaient de l'arrivée de Mediapro, c'était sans doute un peu excessif. J'en connais quelques-uns qui avaient déjà émis quelques réserves à l'époque. En tout cas, moi, je veux dire aujourd'hui, puisque c'est une audience publique, que même si je me félicite de l'arrivée d'Amazon,
je trouve regrettable qu'on n'ait pas réussi à trouver un accord avec les deux opérateurs historiques que sont Canal et beIN. Ils ne nous ont pas facilité la tâche, soyons clairs, et Vincent Labrune a fait ce qu'il pouvait. La dernière intervention de Maxime Sada devant l'ensemble des dirigeants du football était un peu épicée. D'ailleurs, Noël Le Graët, le président de la fédération, avait rappelé à Canal à juste titre que le football devait beaucoup à Canal, mais Canal devait aussi pas mal au football. Mais malgré ces difficultés, je pense qu'il aurait été préférable de trouver un accord avec eux, pour la bonne et simple raison, et qu'on va à mon avis sentir dans les années qui viennent, c'est que les supporters et les téléspectateurs ne peuvent pas être au four et au moulin, d'autant que la note commence à s'élever avec les différents opérateurs qui sont concernés. Mais quand vous savez que Canal va garder pendant 3 ans les droits de Première Ligue du championnat anglais, quand beIN est en train de, tout en mordant sur la Ligue des Champions, quand beIN est en train de renouveler ses accords avec l'Allemagne, c'est fait, avec l'Espagne, c'est fait, sans doute avec l'Italie, je pense qu'un supporter de football, il regarde l'étendue des propositions qu'on lui fait et il ne sépare pas, à mon avis, la Ligue 1 et la Ligue 2 du football étranger. Et donc, quand il va être confronté à ces différentes offres, il est clair qu'il va devoir choisir. Alors, c'est vrai qu'on dit, et je suis le premier à reconnaître que la puissance financière d'Amazon n'a rien à voir avec celle de Mediapro, mais je suis le premier aussi en tant que citoyen à considérer que le pouvoir des GAFA doit être demain plus limité qu'il n'est aujourd'hui. Et surtout, je suis le premier à reconnaître, étant moi-même abonné à Amazon Prime, que je n'y suis pas allé pour le football. J'y suis allé pour trouver l'ouvrage que je ne trouve pas ou le jouet que je n'ai pas trouvé pour mon petit-fils. C'est la vérité. Donc la vraie question, ce n'est pas la puissance financière d'Amazon, c'est la façon dont le football va être exposé demain par Amazon. Et dans la plateforme d'Amazon, je pense que le football de Ligue 1 et de Ligue 2 pèsera sans doute moins lourd qu'il ne pesait pour Canal et beIN, comme opérateur historique, pour lequel le football représentait une part substantielle de leur stratégie et de leur revenu. Donc moi, je regrette qu'on n'ait pas trouvé un accord. Je ne dis pas, encore une fois, que c'était facile et encore une fois, il y a une forme de suffisance des opérateurs dans cette affaire qui n'a pas facilité la tâche de la Ligue. Mais tout bien pesé, je crois que c'est comme une négociation entre des syndicats et des dirigeants d'entreprise, ou des syndicats et des gouvernements parfois. C'est toujours tendu jusqu'au dernier moment, et puis à la fin, on trouve un compromis. Et là, je crois que le fait de ne pas avoir trouvé un compromis va nous coûter cher. Pour moi, dans cette affaire, il y a 2 perdants, Canal, sans doute un peu beIN, mais surtout Canal, et le football français. Et puis un gagnant, c'est Amazon. Alors encore une fois, Amazon, pour compléter l'offre, était sans doute le bienvenu, et notamment peut-être pour la diffusion internationale, puisque c'est sa force aujourd'hui. Mais la part qui a été prise me paraît excessive. Alors, il y a toujours des responsabilités dans cette affaire. Je pense que la première des responsabilités, c'est ce qui s'est passé l'an dernier, et surtout en 2018. Je crois qu'on a signé bien légèrement cet accord avec Mediapro. Ce n'est pas la peine de sortir de Polytechnique ou d'être expert comptable pour comprendre que pour équilibrer l'investissement qu'avait fait Mediapro sur l'ensemble du football, les 780 millions d'euros, il fallait au minimum, ça c'était leur dire, atteindre 3,5 millions d'abonnés. Et selon un de leurs concurrents, c'était plutôt 4,5 millions ou 4,8 millions d'abonnés qu'il fallait obtenir. Alors même si on les obtenait en année 3 ou en année 4, le gouffre lié aux centaines de millions dépensés pour les droits, mais aussi aux millions, aux dizaines de millions dépensés pour la production, faisait que c'était une mission impossible, sauf si, qui aurait pu le croire, les concurrents de Mediapro ouvraient la porte et reprenaient tout ou partie des droits qui avaient été achetés par Mediapro. Il est bien évident que ni Canal ni beIN n'avaient cette intention-là, pour des raisons que tout le monde connaissait, puisque les relations étaient tendues. Donc cet accord qui a été signé a mis le football dans la détresse aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ça vient se greffer sur une crise qui couvait déjà dans le football européen. Il n'y a pas que l'affaire Mediapro, il n'y a pas que le football français. On voit bien, il y a quelques mois, que la tentative de création de la Super Ligue européenne témoigne et symbolise de façon assez évidente la tentation de certains de concentrer les revenus, notamment les revenus audiovisuels, mais pas seulement, les revenus commerciaux, sur quelques clubs. Et on s'aperçoit que ce qui s'est passé depuis 10 ans, notamment avec l'arrivée dans des clubs d'actionnaires puissants en Première Ligue, qui est le championnat de référence en matière de droit visuel, mais puissants aussi dans le football français,
puisqu'il y a des États qui ont investi, je pense au Qatar, au PSG, aux Émirats, à Manchester City. Ça a tiré vers le haut et ça a obligé tous les clubs historiques à suivre. Et on a aujourd'hui des clubs comme Barcelone et le Real de Madrid qui sont très très endettés. Et on voit bien que la seule façon de s'en sortir, après qu'ils aient été aidés par des sponsors d'ailleurs venus souvent du même endroit, la seule façon de s'en sortir, c'est de concentrer les moyens et les revenus sur un peu moins de clubs. Donc je pense que cette Super League européenne, elle reviendra d'une manière ou d'une autre. Elle oblige d'ailleurs l'UEFA à resserrer aussi son étreinte et à essayer d'avoir demain, à partir de 2024, un format qui profitera davantage encore aux clubs importants. Et le danger, pour moi, il est là. Et il faut qu'on trouve un équilibre aujourd'hui différent entre une nécessaire solidarité et puis en même temps les locomotives qui sont utiles pour le football. Mais comme le disait mon ami Jérôme Champagne, avec qui, ancien dirigeant de la FIFA et qui est un des dirigeants de Clermont aujourd'hui, une locomotive sans wagon, c'est un train sans voyageurs, quoi. Il faut aussi que ça suive derrière. Et le football, ça se joue aussi avec des équipes plus faibles, moyennes. Et la valeur que représentent en termes de droits audiovisuels les grandes équipes, elle n'a de sens que si la compétition a lieu. Et la compétition a lieu avec le 8e, le 10e, le 15e. Et puis parfois, on s'aperçoit, quand vous prenez le football français, que sur 45 équipes professionnelles aujourd'hui, les 20 de Ligue 1 et de Ligue 2 et puis les 4-5 de National qui ont conservé le statut professionnel, il y en a 35 ou peut-être même 38 qui peuvent se retrouver en Ligue 1 ou en Ligue 2 et parfois même en National. Donc il faut être modeste quand on réfléchit au haut du tableau. Il y a sans doute 7 ou 8 équipes en Ligue 1 qui ne craignent pas une descente, une relégation, mais il y en a une douzaine qui courent ce risque-là. Et puis en Ligue 2, il y en a qui espèrent monter, et puis il y en a d'autres qui... Donc il y a à réfléchir, à mon avis, à quelque chose, à mon avis déjà au niveau européen, mais au niveau national aussi, de plus solidaire, de plus cohérent. C'est pour ça que moi j'ai dit récemment dans une réunion de la Ligue, je n'étais pas opposé au passage à 18 en Ligue 1 et à Ligue 2. Ce n'était pas le problème essentiel. D'abord, moi je suis favorable au passage à 18 en Ligue 1 et en Ligue 2 à condition qu'on transforme la 3e division au championnat national en Ligue professionnelle. Comme c'est le cas en Allemagne, qui pour moi est aujourd'hui la meilleure référence. Il y a 18 clubs en Bundesliga, il y en a 18 dans la 2e division, il y en a une vingtaine, mais les 3 sont professionnels. De la même façon qu'en Angleterre, il y a 4 divisions professionnelles. En Allemagne, il y a une société commerciale qui gère les droits de la 1re division et de la 2e. En Angleterre, pays pourtant ultralibéral, la répartition des droits de télé en Première Ligue est beaucoup plus égalitaire que chez nous. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments qui doivent permettre de construire demain. Et je me permets de dire, puisque la France aura la présidence au niveau européen au premier semestre de 2022, qu'il y a peut-être quelques messages à faire passer, parce que la réforme ne peut pas être simplement nationale. Il y a au niveau de l'UEFA et sans doute de la FIFA des messages à faire passer du côté des États. Ça a été le cas d'ailleurs au moment de la création de la Super League, au moins du côté de Boris Johnson et d'Emmanuel Macron, et puis d'autres peut-être plus discrètement. Il y a à reconstruire une pyramide un peu plus solidaire, encore une fois, qui n'empêche pas les locomotives de s'exprimer, mais qui permet aux locomotives de bénéficier de quelque chose de plus équilibré, qui donne du sel aussi à la compétition. Donc tout ça pour vous dire qu'on est inquiet. Alors moi, il se trouve que, pour revenir au Paris FC, je suis à la fois de ceux qui disent, si on continue comme ça, d'ici 5 ans, les 3/4 du football français de Ligue 1 et de Ligue 2 seront contrôlés par des capitaux étrangers. Moi, je ne suis pas opposé à la venue de capitaux étrangers, puisque je leur ouvre aussi le capital du Paris FC. Mais j'ai toujours dit que ça serait pour qu'il y ait une base nationale et régionale qui reste majoritaire. Et j'ai même dit à un journaliste récemment que je considérais comme un échec si le Paris FC aussi basculait sous la coupe de capitaux étrangers. Il faut trouver un équilibre. Quand je dis les 3/4, c'est déjà la moitié du cas en Ligue 2. Et en Ligue 1, on s'en approche aussi. Ça renvoie à une faiblesse du football français. Pourquoi je prends le football allemand comme référence ? D'abord parce qu'il est plus solidaire que le nôtre, comme souvent. Quand je dis le football allemand comme référence en termes d'organisation économique, étant méditerranéen, je suis plus proche du football latin et donc du football français, italien et espagnol que du football allemand ou scandinave. Donc j'étais content malgré l'élimination de la France en finale de l'Euro. Mais le football allemand est très solidaire, mais surtout il a réussi ce que nous n'avons pas réussi, à faire entrer dans le capital des clubs ou comme sponsor, et parfois les deux, les grandes entreprises allemandes.
Wolfsburg, c'est Volkswagen. Le Bayern de Munich, c'est Adidas, dans le capital et comme sponsor. Dortmund, c'est Puma, comme capital et comme sponsor. Le Bayer Leverkusen, c'est le groupe Bayer. Hertha Berlin, c'est le groupe Hertha. On n'a jamais réussi ça chez nous. À la limite, le rugby est presque, toute chose égale par ailleurs, mieux placé que le football pour attirer quelques groupes. Voilà. Bon, ça se construit. Bon, il se trouve que j'ai un grand groupe du BTP depuis 7-8 ans comme sponsor, et sponsor important, et ça se construit aussi sur le projet stratégique. Et il y a en Allemagne aussi, ça demande réflexion, on ne peut pas être actionnaire majoritaire en Allemagne. L'association a 50% des actions et une voix. C'est une espèce de mélange d'économie sociale et d'économie concurrentielle. Alors, ça n'empêche pas l'actionnaire à 40% ou à 45% d'être dominant, de faire la pluie et le beau temps, et puis surtout d'avoir de bonnes ententes avec l'association. Mais ça donne une idée du schéma et de la construction. Alors, ça permet d'ailleurs de construire aussi avec les territoires, souvent avec les Länder aussi, qui sont très présents dans la construction d'un football des territoires. Et moi, je suis persuadé que c'est ça l'avenir. Et que l'avenir, c'est pas que le PSG et Barcelone se rencontrent tous les week-ends dans une Super Ligue européenne, mais c'est qu'il y a encore des PSG OM, des PSG Lyon, et puis des Dortmund Bayern de Munich ou des Dortmund de Stuttgart. Les derbies vont continuer à peser lourd dans le football, c'est quand même le sport le plus populaire de la planète et il faut le construire en conséquence. Donc il faut s'inspirer d'un système, pas le copier, mais essayer de comprendre pourquoi il marche. Alors après, il m'arrive aussi de dire que les Anglais et les Allemands ont peut-être des cultures vis-à-vis du sport et du football plus développées que les nôtres. Nous, il nous arrive de croire beaucoup en l'équipe de France quand elle gagne la Coupe du Monde et puis de s'en éloigner quand elle a des résultats un peu moins bons. Et au niveau des clubs, on n'a pas cet engouement qu'on a en Allemagne et en Angleterre. Mais ça aussi, ça se construit. Ça se construit autour des stades, ça se construit avec des logiques plus populaires et plus familiales. Ça se construit aussi en réfléchissant aux tarifs. Le football est devenu cher aujourd'hui et pour le fréquenter dans les grands clubs, ça devient un peu compliqué. Donc il faut une réforme globale du football. Donc au-delà de la crise liée au droit audiovisuel et du fiasco de Mediapro, qui, encore une fois, pour je pense le commun des présidents est assez incompréhensible, hein, même si on n'a pas eu jusqu'à ce jour, en tout cas, d'explications très claires sur la façon. Bon, je veux bien qu'on s'accommode d'une réponse qui est on a été peut-être un peu léger. Bon, ok, on a peut-être été un peu léger, mais ne pas avoir la moindre garantie sur un engagement aussi lourd qui portait pour Mediapro plus de 3 milliards sur 4 ans quand même, hein, près de 800 millions chaque année. Bon, je ne sais pas, c'est pas seulement de la légèreté, quoi. Ou alors, je ne comprends plus, mais enfin, il y a des gens qui sont censés, qui économiquement savent compter, et on ne peut pas s'engager. Je rappelle aussi que 15 jours auparavant, en 2018, le football italien s'était retiré du piège de Mediapro. Mediapro avait été choisi et le football italien, faute de garantie, s'en était retiré et était repassé à des opérateurs historiques. Donc il y a quelque chose là-dessus, j'espère que votre commission permettra d'avancer dans la réflexion, qui est un peu incompréhensible. Autant en profiter pour rénover et refonder en profondeur le football français, parce que derrière le football professionnel, il y a aussi le football amateur. Le ruissellement, il est mine de rien important. Et il y avait récemment 2 pages dans l'Équipe, le quotidien sportif de référence, qui parlait de la façon dont vivaient les clubs amateurs. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Bon, on ne va pas reprocher aux dirigeants de tirer le diable par la queue, mais malheureusement, ils sont confrontés à des difficultés avec beaucoup de bénévolat, beaucoup d'engagement. Bon, il y a peut-être parfois quelques dérapages, mais enfin, la plupart sont des gens de grande qualité et de grande passion. Bon, aujourd'hui, le football amateur aussi est en grosse difficulté. Donc il faut en profiter pour rénover en profondeur tout ça. Alors comment demain être moins dépendant du trading et des droits audiovisuels? Ça veut dire qu'il faut construire autrement le sponsoring, l'accompagnement par les entreprises, les grandes et les petites, et puis la billetterie, tout ce qui tourne autour de la billetterie, des hospitalités. Ça sera un long chemin. Ça sera un long chemin parce que la bascule est trop brutale. Il n'y aurait pas eu Mediapro, on serait confronté, comme les Italiens, les Espagnols, les Allemands et les Anglais, à la baisse des droits de télé, ou en tout cas à la stagnation des droits de télé. On serait confronté à la sortie de crise avec des sponsors qui investissent un peu moins dans le sport et dans le football. Mais là, nous, on a quelque chose de gravissime. Alors, je terminerai ce propos liminaire en disant qu'on reconnaît quand même que le gouvernement a fait ce qu'il fallait ces derniers temps, avec le système d'activité partielle, avec les PGE aussi, qui ont été construits autour de la Ligue et autour des clubs. Bon, ça n'empêchera pas sans doute quelques dérapages demain, parce que
il y a une telle incertitude aujourd'hui et une telle difficulté à ramener brutalement les charges au niveau des produits qui sont en chute libre, qu'il y aura forcément un petit peu de casse, même si la DNCG fait son travail, et entre parenthèses, est sans doute plus sévère et plus rigoureuse que dans la plupart des pays européens. Ça aussi, c'est ce qui nous distingue. C'est peut-être ce qui a évité jusqu'à présent les catastrophes, mais ça ne suffira sans doute pas, comme je crois l'a dit Jean-Marc Micheler chez vous, en tout cas dans la presse récemment, à éviter quelques difficultés majeures dans les mois qui viennent. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Président et merci Président pour ces propos liminaires qui sont très complets. Je ne sais pas par quoi commencer en fait, parce que vous avez abordé très globalement, très transversalement les sujets. Alors j'ai peut-être commencé par un ordre chronologique, c'est-à-dire ce fait divers donc de fiasco Mediapro. Déjà vous, est-ce que vous avez été inquiet à un moment donné, je dirais avant que la catastrophe se fasse, juste pour comprendre à un moment donné aussi comment s'est organisée la réflexion au sein de l'AFP quant à l'attribution, mais aussi, j'ai envie de dire, une fois attribuée après 2018, cette mise en relation avec Mediapro, votre regard là-dessus, rétrospectif. J'étais un peu en retrait des instances à l'époque. D'abord, on est arrivé en Ligue 2 une première fois en 2015, on est redescendu sportivement tout de suite et on est remonté en 2017. Donc en 2018, je découvrais un peu les instances. Bon, j'ai assisté à ce qui s'est passé. Bon, il y avait clairement un objectif de la Ligue qui est parfaitement recevable, je ne vais pas le contester celui-là, d'aller vers une somme correspondant un peu à ce qui se faisait, non pas en Angleterre, mais en tout cas en Allemagne, en Italie, en Espagne, la référence, un peu plus d'1 milliard en clair. Et il y a toujours eu, de mon point de vue, mais je vais sans doute passer de façon assez minoritaire, ce qui n'est pas le cas, comme un défenseur des opérateurs historiques, mais il y a toujours eu la volonté de mettre de la concurrence en face des opérateurs. Alors moi, je suis favorable à la concurrence, je n'ai pas de problème avec ça. Quand on regarde Canal, il y a eu TPS, il y a eu Orange, il y a eu Bein, il y a eu le groupe de SFR, etc. Donc la concurrence, ils ont connu. Je crois que l'erreur qui a été faite, c'est plus facile peut-être à dire après qu'avant, c'est pour ça que je me suis exprimé sur Amazon et Canal tout à l'heure, là, au moment où ça démarre. L'erreur qui a été faite, ce n'était pas d'aller chercher des concurrents, c'est de faire comprendre, de régler quelques comptes pour moi avec Canal. Très clairement, j'ai trouvé, j'étais pas le seul d'ailleurs, parce que je me souviens d'une assemblée générale où était présenté Mediapro, qui a été reçue d'ailleurs très convenablement par l'ensemble des présidents, moi le premier. Et je me souviens d'une intervention du président de la fédération qui avait salué à ce moment-là le travail fait par Canal depuis des années. Donc il y a une façon de gérer la concurrence qui m'a paru excessive et qui peut-être ensuite a aveuglé les opérateurs de cette décision. Parce que, je veux dire, encore une fois, la chose est tellement énorme. Je me souviens en tout cas, pour avoir posé la question avec d'autres, qu'on était quelques-uns à demander s'il y avait des garanties. Et je me souviens qu'on nous a dit qu'il y avait au moins une garantie sur la première année. Bon, le résultat a bien montré qu'il n'y avait même pas de garantie la première année, puisque le dépôt de bilan est le dépôt de bilan de la filiale française. Je vous ferai remarquer que Mediapro ne se porte pas si mal. Bon. Donc voilà, il y a eu sans doute une forme d'aveuglement liée à cette volonté de remettre Canal à sa place, parce que certains considéraient que Canal usait et abusait de la situation. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs de cette réflexion qui continue à courir et qui me paraît pour moi contre-productive. Ces derniers temps, je trouve que Maxime Saada, par exemple, a eu tort de dire pendant 2 ou 3 mois, les 2 ou 3 matchs premium valent beaucoup plus que tout le reste de la Ligue 1. Je ne parle même pas de la Ligue 2. Pour dire ensuite, ce n'est pas normal que Amazon paye les 8 matchs moins cher que nous, les 2 matchs. 250 millions face à 330 millions. Ce n'est pas tout à fait cohérent. Mais je trouve aussi que de notre côté, même si ce n'était pas la majorité, dire en permanence que Canal dévalorisait le football français, pour aller ensuite céder à Amazon les droits de Mediapro au tiers de leur valeur, 250 au lieu de, même pas le tiers d'ailleurs, au lieu de 780, c'est aussi incohérent. Et c'est là que je dis, à un moment donné, on peut se taper dessus, et puis ça fait partie du jeu peut-être d'une négociation
Dans ma activité professionnelle, j'en vois beaucoup sur le terrain social et je disais tout à l'heure que jusqu'au dernier moment, on peut donner l'impression qu'on ne sera jamais d'accord. Puis au final, on signe un compromis. Voilà. Et le compromis, il est évident qu'il était nécessaire pour les deux parties. Je dis bien pour les deux parties, autant pour Canal que pour le football. Donc il y a eu cette espèce d'aveuglement qui a fait que, à mon avis, on n'a pas serré les boulons dans une négociation. Et moi, j'ai demandé, comme d'autres présidents, que le conseil d'administration diligente une enquête pour qu'on sache un petit peu ce qui s'est passé. On ne peut pas simplement dire, voilà, on a été abandonné. On ne peut sûrement pas dire que c'est le Covid. Ça, c'est un argument qui ne tenait pas la route. Je pense que le modèle économique de Mediapro était injouable, Covid ou pas Covid. Il était injouable. Ou alors, on attend que les concurrents ouvrent les vannes et disent ben, venez, il n'y a pas de problème, on va vous racheter les droits, et puis si possible avec une plus-value. Non, ce n'était pas possible. Avec une offre aussi peu généreuse que celle de Mediapro, avec en face deux concurrents qui tenaient des millions d'abonnés et qui avaient une offre qui dépassait le football et qui dépasse toujours le football, c'était injouable. Et avec le prix qui a été évoqué au départ, rappelez-vous, qui était de 25 € par mois, c'était encore plus injouable. On ne peut pas tordre comme ça le coût des téléspectateurs. Il y a un problème de pouvoir d'achat à un moment donné qui se pose. Donc pour revenir à votre question, je crois qu'il y a eu un aveuglement lié à cette volonté permanente de marginaliser Canal, alors que pour moi, on peut mettre de la concurrence à Canal, et je crois qu'on aurait pu gérer d'ailleurs l'arrivée d'Amazon en même temps que la relation avec les opérateurs historiques. Je vais prendre un autre exemple. Je pense que la Ligue a juridiquement raison en disant que le contrat signé par beIN et Canal tient. Est-ce qu'il n'y avait pas une réflexion à avoir avec le fiasco de Mediapro qui remettait les droits de Mediapro au niveau zéro en attendant que des opérateurs arrivent? Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de dire, bon, on reprend un peu l'ensemble, quoi, parce que... Et à l'arrivée, bon, Canal a perdu pour 50 millions d'euros. On va voir si les 50 millions d'euros demain en valaient la peine. Voilà, parce que l'exposition Canal beIN, on sait ce qu'elle est. L'exposition Amazon, et je ne mets pas en cause ni leurs moyens techniques pour l'instant, ni leur volonté, ni leur puissance financière, on va voir ce qu'elle devient dans un ensemble qui n'a rien à voir avec le football et dont le football est un des tremplins parmi d'autres. Merci. À l'occasion d'une audition, donc une première audition avec Jean-Marc Micheler, dans le cadre de cette mission, vous nous confirmez que vous n'avez pas eu de présentation financière, de contrôle, en tout cas d'évaluation financière de la société Mediapro et du modèle économique de la société Mediapro. Est-ce qu'il y a eu des présentations qui ont été faites avant ou après l'attribution, après 2018 ? Non, à ma connaissance, je parle devant Fabrice qui assistait à la plupart des réunions avec moi, on n'a jamais discuté sérieusement du modèle économique de Mediapro. Il y a eu ces interrogations qui sont venues, certaines d'ailleurs même publiquement par le concurrent, par Canal, qui disait que Maxime Saada a au moins le mérite d'avoir dit dès le départ que c'était injouable de son point de vue. Mais il n'y a pas eu de présentation de ce type et il y a eu une certaine opacité sur la négociation, soyons clairs. C'est pour ça que je dis à un moment donné, faire des erreurs et qui coûtent très cher au football français, c'est une chose. Ne pas en tirer les conclusions qui s'imposent après avoir fait quelques diligences élémentaires après un fiasco de ce type, ça me paraît une deuxième erreur plus regrettable encore. Alors, d'où ma question, c'est pour ça que je voulais cette précision avant, puisqu'il évoquait lui-même peut-être cette nécessité au regard de ce qui s'est passé, de séparer rigoureusement au sein de la Ligue les personnes chargées de la prospection de celles chargées de l'instruction des candidats. Avec donc, je veux dire, cette intention d'avoir une expertise contradictoire. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Sachant que derrière, il y a cette idée aussi de se dire, est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi une forme d'autorité, mais qui soit une autorité de conseil, je veux dire, de surveillance, de régulation, qui serait une autorité aussi en termes d'apport supplémentaire en compétences, et on pense ici notamment à... C'est pas évident pour un président de club d'évaluer une stratégie audiovisuelle ou je dirais d'avoir ne serait-ce qu'une idée de la valeur des choses. On parle beaucoup de la valeur du championnat, etc. Et d'ailleurs, qui serait une autorité qui serait d'un ensemble, c'est-à-dire une réflexion qui ne soit pas exclusivement sur le sport professionnel, le football en l'occurrence, mais sur l'exposition et la stratégie audiovisuelle de l'ensemble des sports professionnels. Alors, ça nous emmène un peu loin, mais moi je pense que les problèmes que nous traitons aujourd'hui, et notamment ce fiasco Mediapro, renvoient peut-être aussi à un problème de gouvernance globale.
de la Ligue professionnelle de football. Moi, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour mes collègues, et puis ils font souvent un travail qui, comme le mien, est très ingrat. Mais je trouve qu'un conseil d'administration à 25 avec la moitié des clubs de Ligue 1, plus 4-5 clubs de Ligue 2, c'est ingérable. Plus les familles, plus un certain nombre de personnalités qualifiées, plus un bureau qui est lui-même censé être exécutif, mais qui est tout aussi pléthorique, plus les 2 collèges de Ligue 1 et Ligue 2. Alors maintenant, on est repassé à un syndicat unique, il y en avait 2. Mais je trouve qu'il faut réfléchir à cette gouvernance. Je trouve qu'il faut réfléchir aussi à la répartition des tâches entre la Fédération française de football, qui est un peu la tutelle de la Ligue, et la Ligue professionnelle, notamment quand il y a des enjeux importants de relégation, de montée, et donc des enjeux financiers. Je trouve qu'il y a des tâches un peu régaliennes qui devraient relever de la fédération, plutôt que des collèges qui décident le collège de Ligue 1 pour la Ligue 1, mais quand ils décident pour la Ligue 1, il impacte aussi la Ligue 2, quand il y a des aides à la relégation, par exemple. Donc après, vous posez un autre problème qui est les compétences globales de la Ligue. Moi, je pense qu'il y a des compétences à la Ligue et suffisantes peut-être pour... et puis, au conseil d'administration, il y a des gens de qualité avec des dirigeants d'entreprise. Je veux dire, le modèle économique de Mediapro, il n'est pas très difficile à décortiquer. D'abord parce qu'il y a déjà des exemples dans d'autres pays. Mediapro est passé par là, avec plus ou moins de bonheur. Je citais l'Italie, mais il y a aussi l'Espagne. Et puis bon, on sait tous faire des comptes, quoi, sans être encore une fois expert comptable ou commissaire aux comptes ou relevé de la Cour des comptes. Donc je crois qu'il y a eu une espèce d'opacité, de la rétention d'informations, une espèce d'acharnement et d'obsession liée à ce dépassement du milliard qui a fait que des gens compétents se sont peut-être rendus aveugles. Je n'imagine que ça, parce que, encore une fois, quand on vous dit, et c'est facile à démontrer, que le point d'équilibre est à au moins 3,5 millions et peut-être à 1 million de plus, on voit bien que, quelle que soit la puissance de Mediapro, et vous avez vu que dès le départ, malgré la qualité des journalistes employés qui ont été très dévoués, qui ont fait leur job, ils ont mis des moyens très limités, qui n'avaient rien à voir avec ceux de beIN et ceux de Canal. En plus, on était en plein Covid, donc c'était difficile, mais enfin, on voyait bien que donc, ils ont vu dès le départ, moi je pense qu'ils ont tenté un coup de poker et que certains les ont accompagnés dans ce coup de poker. Je vais le dire autrement. Je pense qu'ils ont pensé acheter des droits pour les revendre. Ils ont fait du trading aussi. Voilà. Le trading pèse sans doute un peu lourd dans les ressources des clubs aujourd'hui, même s'il faut valoriser la formation qu'on fait. Et il faudrait que la FIFA et l'UEFA relèvent les indemnités de formation. Ce qui peut-être limiterait un peu les enjeux du trading si on payait déjà, et quand je dis relève les indemnités de formation, y compris pour les petits clubs amateurs qui ont commencé le boulot avant les clubs professionnels, ben là j'ai l'impression qu'on a voulu faire du trading, quoi, acheter et puis après se dire ah ben c'est tellement incontournable la Ligue 1 et la Ligue 2 que Canal et beIN vont être obligés de les reprendre. Donc, et je trouve que certains les ont peut-être accompagnés dans ce mouvement, parce qu'autrement, quand on rentre un peu dans le détail, on ne peut pas croire à un équilibre économique avant la 4e année, avant la 5e année. Et dans ce cas, chaque année, c'est des pertes de plusieurs centaines de millions d'euros. Hein. Ça va très vite. Hein. Vous faites le calcul. 1 million d'abonnés, ça fait tant. 1 million d'abonnés, ça faisait 300 euros par an, 300 millions. Dès qu'il vous manque, bon, quand il vous en manque 2, 3 ou 4, vous faites vite la note. Mediapro est arrivé, on n'a jamais su d'ailleurs vraiment, est arrivé à 400 000 abonnés quand ils ont jeté l'éponge, à 600 000, peu importe. On était très très loin du compte. Si vous avez des chiffres, ça nous intéresse, mais... Bon, sachez en tout cas que, juste, c'est une précision importante, hein, tous les acteurs sont amenés à être auditionnés, sont invités d'ailleurs, et il est prévu que tout le monde, puisque c'est un lieu d'expression par excellence ici en France, tous les acteurs, quels qu'ils soient étrangers aussi, et je pense bien sûr à Mediapro, sont invités à venir échanger ici au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'il est question d'avoir un éclairage totalement global, et ici plutôt de parler de l'avenir que de, je dirais, stigmatiser l'un ou l'autre, mais en tout cas que chacun prenne ses responsabilités pour envisager l'avenir. Rovès sera auditionné. Il a reçu une convocation de notre part, et donc c'est à l'étude, effectivement, et donc une date que nous espérons rapide pour être trouvée, sachant que Didier Quillot sera présent donc jeudi à votre place pour venir donc s'exprimer aussi sur quelque chose qui est parce que
c'est ça aussi également ce dont nous voulons parler au sein de cette mission, parce que c'est davantage peut-être notre rôle aussi, ce que nous pouvons aussi assumer peut-être comme responsabilité, en tout cas dans l'évolution des choses, ou la réflexion en tout cas de ce problème-là, c'est l'attribution des droits, le modèle d'attribution, qui est un modèle de vente aux enchères. Donc très clairement, vous avez, et qui peut être un peu malmené par aussi un autre objectif dont vous avez parlé, qui est l'exposition donc, du sport au plus grand nombre, qui doit être donc un objectif, en tout cas que nous entendons ici au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'il en va de son attractivité et même de son incitation à la pratique sportive. Mais là, très clairement, on est un modèle d'enchères, hein, donc qui est un modèle qui est établi, qui est voilà. Donc, de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'on est contraint uniquement à des considérations quantitatives. On aura bien sûr donc Didier Quillou qui nous expliquera la valorisation, comment a été évalué les projets. Je ne crois pas en tout cas qu'il y ait une grande prise en compte de la qualité de l'offre des candidats. Quand je parle de qualité, c'est la qualité notamment d'exposition. Compte tenu de ce mode d'attribution, et de ce produit très spécifique qui est un produit commercial, mais ici d'une subdélégation de services publics, qu'est-ce que ça si vous avez la possibilité de faire évoluer les choses, qu'est-ce que vous diriez des évolutions et des réflexions que nous pourrions mener en tant que législateurs? Qui est clair, c'est que si le mode d'attribution, on a souvent discuté de ça, privilégie à ce point les enjeux quantitatifs, en gros le niveau des enchères, celui qui paye le plus rafle la mise, rafle les lots concernés. Au détriment de critères qualitatifs, il faut changer le mode d'attribution. Là, on voit bien, et on a vu dès le début, que Mediapro n'avait pas les moyens d'exposer le spectacle. C'est un spectacle, même en temps de pandémie, il faut quand même animer tout ça. C'est un peu plus difficile que quand il y a des spectateurs, mais enfin, il faut le faire. N'avait pas les moyens d'animer le spectacle et de le présenter de façon aussi convaincante que les autres. Donc, si ces critères-là ne sont pas retenus, c'est un petit peu dommage. Deuxièmement, moi, il se trouve que dans la vie des affaires en général, et je ne vois pas pourquoi le sport professionnel éviterait cette donnée, l'ancienneté dans la relation, ça compte. La confiance dans la relation, ça compte. Quand vous avez des opérateurs historiques qui ont été là, au bon moment, mais aussi au mauvais moment. Je rappelle d'ailleurs que Canal, quand Mediapro est tombé, a repris la fin du championnat. Hein. Ben, il faut en tenir compte. Alors, comment pondérer tout ça, c'est tout le jeu des dirigeants qu'on met en place. Hein. Je pense que le directeur général exécutif était passé par d'autres groupes d'importance et il connaît aussi la réalité de ces formes d'enchères et de ces marchés, qu'ils soient publics ou non publics. Donc il faut en tout cas changer les règles d'attribution. Il faut aller vers le mieux-disant, mais au sens large du terme, c'est-à-dire qualitativement et quantitativement. Mais bien sûr qu'il ne faut pas prendre quelqu'un qui est 2 fois moins disant financièrement que l'autre, mais il faut regarder quand même ces critères qualitatifs. Donc il faut les changer, tout simplement. Et si c'est simplement ça qui a fait que Mediapro, enfin, entre nous soit dit, ça ne peut pas justifier que quelqu'un dont on sait qu'il n'a pas les moyens de tenir les équilibres financiers dont il parle, je ne sais pas, la direction de la Ligue à l'époque était capable de juger de la pertinence d'un objectif de 3,5 millions d'abonnés, parce que c'est celui qui était affiché par Mediapro. Quand on a BeIN, qui je crois a mis quelques années pour atteindre les 2 millions ou les 2,5 millions, qui était son seuil d'équilibre à l'époque, que Canal est en face avec plusieurs millions d'abonnés, avec une offre encore une fois beaucoup plus généreuse. Et d'ailleurs, Canal en joue en parlant de la F1, du Grand Prix moto, mais il y a du rugby, il y a un peu tout. Puis il y a le reste de Canal, hein. C'est pas que le sport, c'est aussi le cinéma. Ben, on n'affronte pas ce type de concurrence comme ça en disant je vais atteindre 3,5 millions. On ne savait d'ailleurs pas si c'était en 4e année, en 3e année. Bon, voilà. Bon, je veux dire, on est quand même là pour juger de la validité d'un business plan de ce type quand il porte, encore une fois, sur plus de 3 milliards d'euros sur les 4 ans. Donc là, je pense qu'il y a une défaillance totale. On peut m'expliquer ce qu'on veut. Je crois qu'on a trop rêvé à l'époque. Et le rêve, de temps en temps, c'est bien d'avoir des utopies et d'avoir des rêves. Mais enfin, il ne faut pas tomber dans la mégalo et se laisser avoir par le premier. Je pense que James Rourès est quelqu'un de très habile. Il a sans doute fait de la politique à un moment ou à un autre, donc il a sûrement été très bon vendeur. Il est venu de loin apparemment, mais il a trouvé dans les arcanes du capitalisme le plus libéral une façon de trouver chaussure à son pied. Le football français s'est fait avoir.
par quelqu'un qui vit encore très bien aujourd'hui. Encore une fois, les résultats de Mediapro, là où il a pu passer, il n'est pas passé en Italie, il est malheureusement passé en France, mais là où il a pu passer, ça lui permet d'avoir une rentabilité qui est tout à fait satisfaisante. On parle beaucoup de... et vous avez pas évoqué vous-même donc le sujet des GAFAM, donc derrière ça le sujet de la souveraineté. On voit de plus en plus de clubs professionnels qui font l'objet de prises de position de capitaux étrangers. Alors je ne sais pas si c'est parce que nous sommes réellement attractifs ou parce que nous sommes peut-être en fragilité financière. Je penche un peu pour la deuxième option, mais j'aimerais avoir votre avis. Et surtout, vous l'avez dit vous-même, puisque vous avez un capital qui est composé, je crois, ouvert à 20% sur un actionnaire donc étranger. Vous parliez vous-même donc d'une forme d'encadrement, de respect de justement la souveraineté, en tout cas de l'identité peut-être régionale. J'entends ça dans votre encore une fois, je reviens en fait à toujours un modèle donc et un droit aussi à la concurrence, à la libre concurrence, à la non-discrimination qui est une règle, on va dire, européenne. Mais comment est-ce qu'on peut concilier pour encore une fois, ce produit, ce bien commun particulier, cette forme donc de souveraineté, en tout cas dans l'esprit, mais de cette souveraineté, on va dire, économique de notre modèle sportif français? C'est vrai. Citoyen, je suis assez sensible aux enjeux que vous évoquez et dans mon activité professionnelle, confronté à de multiples restructurations de sauvetage d'entreprise, j'y suis bien évidemment tout à fait sensible. C'est pas facile, parce que le football, vous l'avez dit, c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne, est en fragilité totale. Et aujourd'hui, les investissements étrangers, il y en a de deux sortes. Il y en a qui vont vers le football qui se porte bien, le football anglais. Les capitaux américains sont arrivés depuis un moment, les fonds sont arrivés depuis un moment. Puis il y en a qui se portent vers le football en difficulté, parce qu'il y a une dévalorisation forcément des actifs. Et on les prend en espérant les relever le plus vite possible et développer des schémas qui sont, d'abord pour ma part, pas toujours compatibles avec ce qu'on entend par le football citoyen, le football des territoires, le football de haut niveau. Le football européen, c'est quand même la principale force de la planète, avec des nations qui tiennent le haut du pavé depuis longtemps, avec l'Amérique latine, bien évidemment. Donc on peut concilier le football de haut niveau et ce football des territoires qui est en train petit à petit de disparaître. Moi, je prends le cas, on a fait rentrer un fonds souverain d'un État qui est l'État du Bahreïn, et on fait rentrer aujourd'hui un deuxième acteur étranger qui est un investisseur indien. Donc, deux pays, un très grand, et l'autre tout petit, mais qui a quand même les moyens. Et je leur ai proposé, et c'est pas facile, vous me permettez de dire que c'est quand même un sport qui est un peu compliqué. Je leur ai proposé de rester minoritaire et de nous accompagner, bien entendu d'avoir les droits et les devoirs de tout actionnaire, surtout quand il valorise le club de façon satisfaisante, mais de rester minoritaire justement en mettant l'accent sur cette dimension nationale et même régionale. Parce que il se trouve que je suis originaire de Corse, et la Corse, la Bretagne et l'Alsace, c'est facile à identifier, l'Île-de-France un peu moins, quel que soit le travail que fait Valérie Pécresse ou que fait la maire de Paris par ailleurs. Donc l'Île-de-France, ça se vend un peu plus difficilement malgré sa puissance économique. Non, parce qu'on a été un peu aidé par les deux, notamment dans notre investissement lourd à Orly, où on a investi, d'ailleurs c'est partie du projet, c'est ce que je voulais dire, en tant que club de Ligue 2, on a investi 9 millions d'euros sur les infrastructures du centre de formation et des deux équipes premières, masculines et féminines. J'en profite pour préciser que le Paris FC, le club qui est en Ligue 1, Ligue 2, consacre la plus grosse partie de son budget à la partie féminine, 10%. Et on est en D1, puisqu'on parle encore de division 1 chez les féminines. On a terminé 4e après le PSG, l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de vendre. À la fois la mixité, le centre de formation et l'idée que la formation, ça sera le moteur économique et sportif du club. Et puis, à des investisseurs étrangers, l'accompagnement d'investisseurs nationaux, régionaux. Alors, je ne dis pas que c'est aussi facile que ça, mais enfin, si je réussis, d'autres peuvent réussir également. Mais ça ne peut pas être que ça. Donc, il faut qu'ils aient un intérêt en termes d'exposition quand c'est un fonds souverain
Peut-être en termes de rendement aussi, quand c'est un investisseur qui a moins cet objectif de soft power que peut avoir un État ou un fonds souverain. Donc ça se construit. Moi, je suis persuadé que le football français dispose d'atouts non négligeables. Bon, l'équipe de France est passée par là, il y a 2 Coupes du Monde en 20 ans. La formation est d'excellence, tout le monde le reconnaît. Peut-être qu'on en use et on en abuse, mais en tout cas, ça génère aussi des ressources intéressantes, y compris pour le football amateur. Donc il faut surfer là-dessus et présenter un plan stratégique qui attire des investisseurs étrangers. Si c'est ça, j'espère qu'il y aura des clubs contrôlés par les étrangers, comme dans n'importe quel secteur de l'économie. Dans l'automobile, on a beau être affilié à Renault ou à Peugeot ou à Citroën, on aime peut-être bien aussi Toyota ou Mercedes ou Audi. Donc il faut un mixte. Là, je trouve qu'on est en danger parce qu'on n'a pas les ressorts que j'évoquais qui existent dans le capitalisme allemand. On n'a pas ces grandes entreprises qui investissent et avec la rigueur qu'elles peuvent avoir, d'ailleurs en exigeant aussi de leur club un certain nombre de choses qui sortent aussi peut-être un peu de l'ordinaire dans le football. Donc on n'a pas cette force-là, donc c'est plus compliqué qu'ailleurs. Et si on ne fait pas gaffe, si on ne revalorise pas le football français, si on ne le réforme pas, si on continue à voir le trading et les droits audiovisuels peser trop dans les budgets, je vous fiche mon billet que ce que je disais tout à l'heure va se confirmer dans les 5-6 ans qui viennent. Encore une fois, c'est déjà le cas. Regardez en Ligue 1. Même sur le haut de la Ligue 1. En Ligue 2, c'est 11, je crois, aujourd'hui, qui sont au 10 ou 11. Et encore une fois, je ne compte pas le Paris FC dedans, parce que je compte bien que la majorité restera à des capitaux nationaux et régionaux, ce qui est le cas, en tout cas, pour l'instant. Un investisseur indien, Monsieur le Président, c'est assez unique, non? Enfin, je ne l'avais jamais entendu dans le sport français, dans le football français. Je crois que c'est unique. Et vous savez, en Inde, je suis tombé sur un investisseur... il se trouve aussi, mais je peux pas encore le révéler pour l'instant, qu'il a une dimension politique, donc ça vous parlera, mais qui considère que le football n'est pas au niveau où il devrait être. Là-bas, c'est le cricket, qui est le sport national. Je me suis aperçu que les franchises de cricket étaient aussi élevées que les franchises de NBA ou du football américain. Et donc, il y a aussi, en dehors de l'intérêt qu'il porte au Paris FC, je reconnais qu'on bénéficie dans notre exposition du nom de Paris. C'est utile parce que la région Île-de-France, c'est peut-être pas la Bretagne, mais le nom de Paris, par contre, je le dis aussi pour les 2 femmes politiques que j'ai citées tout à l'heure, c'est quand même important et ça permet de valoriser un club à condition qu'il y ait une stratégie à côté. Mais oui, notre intention, c'est aussi de transférer la technologie française en matière de formation là où on peut. Alors l'Inde, c'est pas le Bahreïn et les enjeux sont pas tout à fait les mêmes, mais l'objectif est de profiter de ce savoir-faire français pour le développer dans des pays où le football est encore en retard par rapport à des pays voisins ou aux pays européens. Et en ce qui concerne le Bahreïn, alors on connaît bien évidemment les volontés de diplomatie de soft power du Qatar, des Émiratis et de l'Arabie Saoudite. Bahreïn peut-être un petit peu moins. Quel est pour eux je dirais l'intérêt de venir investir dans le Paris FC en termes d'exposition? Je pense que le Bahreïn aujourd'hui a envie de développer des relations économiques, culturelles, scientifiques, sportives avec la France. Et moi, je suis rentré dans ce courant-là. Ça aussi, ça se construit, ça se regarde. Il y a toujours un peu de hasard et de coïncidence. Si je vous expliquais comment c'est parti au Bahreïn, Fabrice, c'est qu'au début, j'y croyais pas une minute. Mais quand je vois qu'il y a un fil qui peut être intéressant, après, j'essaie de le situer de la même façon qu'à Abu Dhabi, il y a une opération avec le Louvre, il y a l'exposition universelle derrière. Il faut aussi que le football se mette dans ces courants-là et arrive à développer des relations, alors qui ne passent pas encore une fois par un contrôle majoritaire, mais qui permettent de trouver des moyens dans ces pays-là qu'on n'a pas pour l'instant en France. Après, j'ai montré aussi depuis 2014, je crois que ça date de 2014, qu'on pouvait avoir un sponsor, il n'est pas actionnaire, mais un sponsor français important, puisque c'est un des premiers groupes de BTP en France. Et déjà à l'époque, on a vendu l'excellence qu'on avait en matière de formation, en matière d'apprentissage du métier de footballeur. Et on a des résultats qui sont convaincants depuis quelques années sur ce terrain-là. Donc ça se construit, mais encore une fois, ce n'est pas facile. Moi, je préférais que les grands groupes du CAC 40, comme en Allemagne, l'Angleterre, c'est différent. C'est des capitaux venus d'ailleurs qui sont beaucoup investis. Il y a aussi des capitaux anglais, bien sûr, mais c'est moins des groupes industriels et financiers. En Italie, ça a souvent été des mécènes. Et puis aujourd'hui, regardez, il n'y a pas que la France. Les 2 clubs de Milan sont sous contrôle étranger. Un des 2 clubs sous le contrôle du fonds Elliott, qui contrôle un des clubs français, comme vous le connaissez. La Juve, heureusement qu'elle a encore le groupe Fiat, mais avec la fusion avec Stellantis, je me rappelle que le président de Stellantis a réglé le problème de Sochaux assez rapidement. Quand il va voir le sponsoring qui est réservé à la Juventus, peut-être qu'il va y avoir aussi, là aussi des remises en cause. C'est pour ça que la Super League est venue.
c'est qu'on voit bien que ce football-là, il ne peut plus monter jusqu'au ciel comme avant. Ces ressources-là, les groupes ont des enjeux aujourd'hui qui concernent le sport, mais pas seulement. Il y a des transitions environnementales, il y a des transitions numériques, il y a la sortie de la crise pandémique. Donc il va y avoir des revirements, pas seulement sur les droits visuels, sur le sponsoring. Donc les clubs vont être obligés de se réinventer. J'espère simplement que la réinvention, ça ne sera pas une super ligue au niveau européen. Et je suis ravi que les clubs français n'aient pas mordu à l'hameçon dans un premier temps, même si de temps en temps, il peut y avoir quelques tentations ici ou là. On vient d'évoquer les fonds d'investissement étrangers du Moyen-Orient, les pétromonarchies, les fonds nord-américains. Est-ce qu'aujourd'hui, des fonds asiatiques sont intéressés par les clubs français ou pas? Là, nous, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les fonds américains. Il y en a un qui a tourné autour pendant des mois et des mois, qui s'est jeté sur un autre club français d'ailleurs. Des fonds asiatiques, peut-être un peu moins qu'il y a 3-4 ans, mais ça revient là. Bon, il y a le Moyen-Orient, il y a des fonds russes, mais c'est pas toujours... bon, voilà, il y a tout là-dedans. Hein. Bon, il faut faire le tri et il faut que les choses soient claires. Bon, moi, un fonds souverain, ça a au moins le mérite d'être... il y a un État derrière. Alors après, il y a un État où il peut y avoir des problèmes que certains soulèvent en France. Parce que dans ce cas-là, on ne travaille plus avec la Russie, avec la Chine. Donc c'est des choses à prendre en considération, qu'on est amené à prendre en considération. Mais oui, je pense que le football français aujourd'hui attire beaucoup de capitaux venus de tous les coins de la planète. C'est un sujet il y a même des fonds d'Amérique latine qui nous ont approchés récemment. C'est un sujet qu'on avait abordé avec Cédric dans une précédente évaluation, mission d'information parlementaire sur la loi Braillard. C'était le rôle et les missions de la DNCG. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on a une DNCG forte. Je pense qu'en Europe, c'est quand même un atout aussi dans les différents championnats. Est-ce que pour vous, le contrôle a priori des investissements, enfin le contrôle entre guillemets, a priori des investissements de ces fonds étrangers, c'est plutôt un frein, plutôt un obstacle, ou pour vous, c'est une garantie que vous aurez des partenaires fiables? Alors écoutez, je vais vous faire une réponse qui n'est pas tout à fait peut-être celle que vous attendez. Moi, je crois assez, en règle générale d'ailleurs, pas seulement dans le football, mais à la responsabilité des individus, surtout quand ils sont dirigeants d'entreprise. Donc quand je vais chercher, Fabrice le sait, un investisseur étranger, je peux vous dire, et je trouve normal que la DNCG valide les nouveaux tours de table, puisque la DNCG intervient quand il y a un changement de contrôle majoritaire. Mais avant qu'elle le fasse, je trouve qu'un dirigeant doit le faire lui-même. Et surtout quand on va à l'étranger, avec les problèmes qu'il peut y avoir de blanchiment, je veux dire, c'est pas la peine de se retrouver dans les mains de Tracfin si on n'a pas pris quelques précautions. Donc je trouve qu'un dirigeant doit faire ce travail-là avant même de présenter un nouveau tour de table à la DNCG ou à la Ligue de football. Après que la DNCG fasse ce travail-là, ça ne me gêne absolument pas. Et elle le fait, je pense, avec Jean-Marc Micheler et son équipe, de façon très consciencieuse et très efficace. Alors, on a parlé au tout début de vos propos, de stratégies qui ont été différentes, puisque, vous l'avez dit vous-même, ce sont des chefs d'entreprise qui sont, pour la plupart, à la tête de clubs professionnels de foot. Donc ceux qui ont eu une stratégie plus ou moins prudente au regard de ce contrat historique qui avait été signé en 2018. On a pu constater, en tout cas, on a entendu beaucoup ce phénomène donc, qui a pu entraîner la valorisation de davantage de droits TV sur une inflation des salaires, qui impose donc aussi donc une réflexion déjà sur le salary cap, qui est un vieux sujet, mais dont on a entendu parler, et on a vu donc des velléités de dialogue social entre l'UNFP, représentant des joueurs, et puis les clubs. Donc juste peut-être avoir votre expérience de ce moment donc de crise Covid, mais également de crise Mediapro. Est-ce que vous avez vous voyez une évolution ou une nécessité d'évolution et d'instauration donc de ce salary cap? Et je voudrais aussi ouvrir sur deux autres enjeux qu'on a pu identifier, mais même avant la crise Covid, c'est l'attractivité des joueurs français issus de nos centres de formation pour rester en France, et le manque d'attractivité des investisseurs, et vous l'avez dit vous-même, des entreprises. Alors, CAC 40, mais aussi, je serai plus inclusif,
et avoir votre avis justement, puisque vous avez un club donc francilien, si vous avez également des investisseurs locaux, pour justement donc être actif et financer nos clubs. J'ai l'impression, et je pense que voilà, j'ai en tête des gros partenaires entreprises qui financent effectivement l'équipe nationale, mais voilà, pour savoir donc, et justement s'il y a des formes d'incitation qui pourraient, et vous avez des contacts avec eux, mais quels sont les griefs qui soient réglementaires ou même, j'ai envie de dire, après il y a l'acculturation, mais voilà, si vous pouvez nous éclairer. Merci. L'UEFA est slovène et que je crois qu'il a beaucoup apprécié l'intervention du président de la République française pour casser la démarche de la Super League avec Boris Johnson. Donc il y a peut-être quelque chose à faire bouger aujourd'hui au niveau européen, parce que le football français est un peu handicapé par rapport à certains de ses concurrents, sur le plan des charges patronales, sur le plan des dimensions fiscales. Il faudra faire un peu le ménage là-dessus, parce que c'est pas ma tasse de thé en règle générale que de dire c'est les charges, c'est les charges, c'est les charges. J'ai plutôt tendance à dire derrière les charges, il faut qu'il y ait un rendement et qu'il y a parfois des pays dans le nord de l'Europe qui ont beaucoup de prélèvements sociaux, mais qui ont aussi des rendements efficaces qui sont appréciés par la population. Mais là, je trouve qu'il y a un déséquilibre au détriment du football français qu'il faut corriger. Et je pense que c'est des problèmes qu'il faut porter au niveau de l'UEFA, peut-être de la FIFA. On n'en a pas parlé de ça, mais ce sont des structures extrêmement puissantes, sans beaucoup de contrôle. On n'a pas parlé, par exemple, de la loi qui avait été initiée par Michel Platini, du fair play. Bon, on sait très bien qu'elle a été contournée, cette loi. Elle partait d'un bon sentiment. Ne pas permettre... Alors, en même temps, il y avait des anciens clubs qui se battaient pour qu'il n'y ait pas de concurrents. Il faut trouver un équilibre. Mais c'est vrai qu'il y avait une concurrence déloyale qui était en train de se bâtir. Bon, elle a été contournée. On sait très bien que pour éviter des pertes et pour éviter de mettre des fonds propres, on trouve des sponsors un peu conciliants qui viennent sans doute avec des retours arrière qui leur permettent de faire des investissements dans le club qui sont compensés par d'autres choses. Donc il y a un ensemble d'éléments de régulation qu'il faut traiter au moins au niveau européen, peut-être au niveau mondial, et qui renvoie aux questions que vous évoquez en termes d'attractivité. Je prends un autre exemple là, sur le terrain du Code du travail. Quand on est pillé par tous les clubs, j'ai ramené les footballeurs expatriés dans le monde en 2021. Premier pays, le Brésil, 1287. Deuxième pays, la France, 946. Troisième pays, l'Argentine. Ces trois-là sont très largement détachés. Mais surtout dans les 4 pays européens qui nous entourent, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, c'est la France qui fournit le plus, j'allais dire, de talents venus de l'étranger. Bon, ça, c'est lié au fait que les salaires sont plus élevés à côté. Alors, parfois au prix de... je parlais de Barcelone et du Real tout à l'heure, de clubs qui ont été super endettés. Certains ont été aidés par la puissance publique. Hein. C'est très bien que le Real s'en est tiré à une époque, parce que le roi a décidé de racheter l'immobilier du centre de formation et du club au cœur de Madrid à 3 fois ou 4 fois le prix. Bon, donc, il faut une régulation au niveau européen, et je pense que la France a une voix qui peut porter là-dessus. D'abord parce que, mine de rien, la France est à l'origine de la Coupe du Monde de football, elle est à l'origine de l'Euro, elle est à l'origine de la Ligue des Champions, c'était le quotidien L'Équipe dans les années 50. Donc c'est une voix qui porte. Et aujourd'hui, si on se fait décrocher des 4 pays qui sont au-dessus de nous, c'est peut-être aussi parce que ce problème-là n'est pas traité assez activement. Alors après, vous renvoyez à un autre sujet qui est le salary cap. Moi, pourquoi pas ? J'y suis plutôt favorable. Là aussi, je commencerai par dire, de toute façon, les dirigeants d'entreprise seront bien obligés, vu le poids de la masse salariale, de gérer ça de façon plus attentive demain. Si vous avez un effondrement des revenus, ben ça a déjà commencé. Hein. Alors ça commence sur le renouvellement des contrats, mais ça s'applique aussi sur les contrats en cours, avec des efforts qui sont demandés aux joueurs. Mais la baisse de la masse salariale va être drastique dans les années à venir. Ça me paraît évident. Sauf à retrouver... le temps passé sur les droits de télé ou sur le trading, j'y crois pas une minute, en tout cas dans les 3-4 ans qui viennent, avec en plus les conséquences de la crise sanitaire. Donc il faut réguler. Je crois que les enjeux sociaux et fiscaux sont sans doute à traiter au niveau européen pour qu'on rétablisse un peu l'équilibre. Après, il va falloir gérer... Quand on est un pays vendeur, j'aime pas le terme parce que c'est des ressources humaines, hein, c'est des jeunes talents, mais quand on est meilleur formateur que les autres, on se fait piller. Nous, avant qu'on ait le statut pro, chaque année, on nous prenait une quinzaine ou une vingtaine de jeunes joueurs de 11 ans à 19 ans. Hein.
comme ils n'étaient pas protégés par le statut pro du centre de formation, il n'y avait pas de contrat de stagiaire, de contrat pro, il fallait attendre 20 ans avant de pouvoir le faire si on n'était pas passé par un centre de formation. Donc je connais un peu le sujet. Ça a duré jusqu'à 2018, c'est-à-dire jusqu'à il y a 3 ans. Bon, aujourd'hui, on est au moins protégé juridiquement, ça n'empêche pas des talents de partir dans des clubs plus huppés que le nôtre en Ligue 1 ou même à l'étranger, mais enfin, on est un peu mieux protégé. Je crois qu'il y a un accord alors, à discuter avec l'UNFP pour que le contrat des joueurs, ce sont des CDD, passe de 3 ans à 5 ans. Alors, on n'est pas différent des autres pays, c'est plutôt 3 ans, mais je veux dire, quand on cède des talents plutôt qu'on en prend, avoir un temps un peu plus long pour les premiers contrats, ça pourrait être aussi une solution. Mais ça peut se négocier au niveau européen, il peut y avoir Mais surtout, comme dans d'autres secteurs d'activité, il faut regarder sur le plan social et fiscal pour remettre les pays à égalité. Alors, il y a des chiffres qui ont été sortis, je ne sais pas si vous avez interviewé le président de Première Ligue ou Laurent Nicolin, qui est le président maintenant d'Unifoot, pas encore. Une étude qui avait été faite quand il y avait encore les 2 syndicats qui montrait la différence de charges patronales entre la France et les pays voisins. C'était assez gigantesque. Là, il faut vraiment regarder parce qu'il y a des pays qui font... Alors, ça passe aussi par les droits à l'image pour les joueurs. Il y a à remettre un peu d'ordre là-dedans pour remettre un peu d'équité, de solidarité et de cohérence dans le football européen. On auditionne Bernard Cayazo demain aussi. Voilà, c'était Bernard Cayazo, c'était lui qui avait évoqué ces chiffres, donc il les produira sans aucun doute demain. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question qui vous concerne strictement, enfin votre club. Comment est-ce qu'on fait, pour un club comme le Paris FC, pour exister en Ile-de-France face au Paris Saint-Germain? Mais cette question, elle est récurrente, mais elle sous-entend une autre, c'est est-ce qu'il y a place pour 2 clubs dans une même ville? Voilà, et quelles sont les spécificités, enfin voilà, quelles sont Voilà, parce qu'on le voit dans d'autres pays, vous avez cité l'Italie, l'Espagne, etc. Mais, donc il y a vraiment 2 places pour... Alors, c'est une excellente question, monsieur le député. C'est très difficile d'exister en face d'un club pour lequel j'ai le plus grand respect et pour ses dirigeants, même si le citoyen conteste par ailleurs d'être confronté à un des 2 clubs qui est contrôlé par un État. Le Qatar en l'occurrence, les Émirats pour Manchester City, qui ont des moyens tellement importants que même les grands clubs qui n'ont rien à voir avec le Paris FC, je citais le Real, le Barça, mais même le Bayern, ou les deux clubs de Milan, n'ont pas pu résister et se sont endettés de façon assassine pour essayer de résister. Ils ont été parfois aidés par des sponsors qui venaient d'ailleurs aussi des Émirats et du Qatar. Donc même si le citoyen conteste, le président de club respecte le PSG, dont j'ai été d'ailleurs abonné pendant quelques années, c'est très compliqué d'abord parce que c'est un club qui a des moyens illimités depuis 10 ans. Il avait déjà des moyens puissants avant, avec Colonie Capital et Canal. Mais aussi parce que le football francilien, ça on l'oublie souvent, est très éclaté. Il y a beaucoup de clubs en N3, en N2, en national. Il n'y a pas que le Red Star et Créteil. Il y a plein de clubs qui ramènent du monde et qui ensuite sont des supporters du PSG, pas assez pour l'instant encore du Paris FC. Alors, est-ce qu'il peut y avoir... Oui, bien sûr qu'il peut y avoir 2 clubs à Paris. Je ne vais pas vous citer Londres parce que c'est l'exemple extrême. Il y a 12 clubs sur les 2 premières divisions à Londres. Il y a 13%, je crois, des licenciés de la Fédération française de football en Île-de-France. 13 sur 40 ou 45, vous voyez qu'on serait à 3-4, que ça ne serait pas totalement stupide, mais au moins 2. Bon, après, c'est très difficile. Il y a 4 ans, il y avait en Ligue 2 le Red Star, Créteil et nous. On est tous redescendus. Nous, on a les chances de remonter. Je souhaite à mes 2 clubs voisins de le faire également. Et je pense que c'est possible. D'abord parce que le PSG a tellement de moyens qu'il est aussi un peu clivant. Comme dans l'ensemble de la société, il y a des choses... Enfin, et encore une fois, avec le respect que j'ai pour lui, parce qu'il y a un très beau centre de formation, mais il a une stratégie qui ne peut pas être la nôtre. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, la seule façon d'exister, c'est d'avoir une autre stratégie. Et de dire, la formation sera le moteur du club de demain, y compris en Ligue 1. Et en plus, les difficultés actuelles vont me donner raison, parce que tout le monde va être obligé d'investir sur la formation. Donc oui, à Paris et dans une région où il y a 12 millions d'habitants, il peut y avoir un petit club qui s'installe en Ligue 1, je l'espère, un jour ou l'autre, et qui, même s'il descend de temps en temps en Ligue 2, a un centre de formation d'excellence, a un club féminin d'excellence aussi,
parce que dans le football féminin, les enjeux financiers sont un peu moins lourds. On n'a pas le budget du PSG, de l'Olympique Lyonnais. Enfin, avec un effort un peu particulier dans le club, on résiste aux Girondins de Bordeaux, à Montpellier, qui sont des clubs de Ligue 1 et qui sont en D1 féminine. Donc voilà, il y a une autre façon d'exister, mais je pense qu'il y a place en région parisienne pour 3-4 clubs en Ligue 1 et en Ligue 2. Il y a bien entendu place pour un deuxième club parisien en Ligue 1, et j'espère qu'on le sera bientôt. C'est bon? Non? Si, c'est bon. Pour compléter le propos de Pierre, peut-être c'est une information que vous avez déjà, mais le vivier Île-de-France des jeunes talents est extrêmement important. Et le positionnement stratégique du Paris FC est justement se baser sur ce vivier-là, la formation du Paris FC. L'équipe championne du monde 2018 était composée de plus d'un tiers de jeunes nés en Île-de-France. Pogba, N'Golo Kanté, Mbappé, etc., etc. Aujourd'hui, plus de 50% des joueurs Ligue 1, Ligue 2, professionnels, sont nés en Île-de-France. Donc il y a un vivier extraordinaire et c'est ce positionnement-là qui fait écho à la stratégie du Paris FC. Et le dernier point, c'est que bon nombre de clubs de province, Nantes, Rennes, Auxerre, Dijon, Lille, etc., Reims, viennent faire leur recrutement de jeunes en Île-de-France. Donc le fait d'avoir un deuxième centre de formation agréé par la fédération entre le PSG et nous, ça offre à ces jeunes la possibilité de rester proches de leur famille, et c'est en ce sens qu'on peut garder ces jeunes talents en Île-de-France. Arsène Wenger, qui quand je m'étais lancé dans cette aventure il y a une dizaine d'années, un peu plus, m'avait dit, si tu veux faire un deuxième club à Paris, mets la formation en coupe réglée. Le terreau francilien est, avec Sao Paulo au Brésil, le meilleur du monde. Et d'ailleurs, Arsenal avait commencé à se servir d'ailleurs avec Anelka et d'autres. C'est un vivier extraordinaire qui recèle. Et avec j'en profite pour le dire, parce qu'on ne le dit pas souvent, des petits clubs amateurs qui font un travail de formation exemplaire. Parce que la structure d'un futur joueur, elle se joue à 6 ans, à 9 ans, à 12 ans, autant qu'à 18 ans et à 21 ans. Et c'est tout ça, c'est ce maillage parisien, francilien, avec une Ligue d'Île-de-France d'ailleurs qui fait de ce point de vue-là de l'excellent travail, qui fait que ce potentiel est aujourd'hui extraordinaire et que c'est sur cette base-là qu'on va essayer de bâtir ce deuxième club de façon un peu durable. En dehors des ressources classiques et des droits télé, vous avez des actionnaires, enfin vous allez avoir, vous avez déjà des actionnaires étrangers. Comment on fait vivre un club comme le Paris FC, sachant que vous êtes au stade Charletti, donc vous devez le partager, je pense, avec d'autres clubs, d'autres disciplines d'ailleurs, je crois. Est-ce que c'est un équipement qui, pour vous, est satisfaisant pour accueillir, je ne sais pas si vous avez beaucoup de réceptifs ou beaucoup de... Bon, je connais un peu le stade de Charletti, donc c'est pour ça que je me permets de poser la question. C'est vrai qu'il y a un stade d'athlétisme aussi, pas simplement de foot, mais je crois qu'il y a aussi le rugby. Enfin, bon, donc il est un peu multisport. Et donc pour vous, est-ce que vous êtes finalement à la recherche d'un autre équipement sportif par rapport pour avoir un stade qui conviendrait mieux peut-être aux besoins du Paris FC? Et comment vous essayez d'organiser une expérience match autour des matchs de votre club, quelque part? Alors j'ai dit, quand on a fêté le 50e anniversaire du club il y a un peu moins de 2 ans, puisque le club est né en 69, j'ai dit à Anne Hidalgo, à la mairie de Paris, que le club pouvait monter en Ligue 1 à Charletti, mais qu'il ne pouvait pas y rester durablement. Que c'était un très beau stade par ailleurs, sur le plan esthétique, mais c'était d'abord un stade d'athlétisme au départ, et que ce soit pour le rugby ou pour le foot, il n'est pas adapté en tout cas aux exigences du sport professionnel de haut niveau, que ce soit en termes d'accueil des spectateurs, d'hospitalité, des partenaires, etc., etc. Donc, on a réglé notre problème pour l'installation du centre de formation et des 2 équipes premières à Orly, et de façon extrêmement satisfaisante. Et je remercie au passage d'ailleurs la mairie de Paris qui nous a permis d'accéder à ce terrain, et la région Île-de-France qui nous a aidé aussi à développer des infrastructures, même si l'essentiel s'est fait sur les fonds propres du club. On est installé en préformation juste en face de Charletti avec un accord avec la cité universitaire,
et on bénéficie de ces installations aussi, et j'en profite pour les remercier. La question du stade est essentielle pour demain. Après, il y a différents types de transformations, mais je ne vais pas me fâcher avec les autres opérateurs du stade Charletti, parce qu'il y en a d'autres, mais il faut trouver une solution qui satisfasse globalement les différentes parties. Et franchement, aujourd'hui, avec en plus tout le débat qu'on a, des droits audiovisuels qui se restreignent, le trading qui va là, la nécessité de redévelopper de la billetterie, de l'hospitalité, du sponsoring, il faut un stade qui s'y prête. Et pour l'instant, on y est très bien et on y a bâti depuis quelques années pas mal de belles aventures sportives. Je me rappelle notamment d'un Charletti plein dans le barrage avec Lens, mais il faut qu'il s'adapte aux normes et on a quelques idées sur la question et on travaille tranquillement pour proposer à la mairie de Paris une évolution satisfaisante du stade. Président le rappelait, on avait été tous les deux co-rapporteurs donc d'une mission d'évaluation de la dernière loi en date de la loi sport, la loi dite Braillard en 2017, et qui faisait état d'un dispositif de garantie d'emprunt justement pour faciliter l'acquisition et le développement et la construction d'infrastructures. Bon, on a eu du mal à trouver des évaluations parce que, c'est ce qu'on avait pu noter, de manière assez naturelle, que ce dispositif, en tout cas, n'avait pas créé beaucoup d'émules. On est donc député, on discute du budget, des orientations budgétaires, bien sûr, on contrôle le budget. On parle beaucoup donc de plan de relance en sortie de crise sanitaire qu'on espère définitive, en tout cas cette sortie de crise le plus rapidement possible. Donc on parle d'évolution de modèle économique, donc c'est aussi le moment, et ça peut être également l'occasion de parler de solutions en tout cas, parce qu'on l'a évoqué avec Jean-Michel Aulas qui parlait de plans d'investissement, de PJU d'investissement. Voilà. Donc j'avais déjà une petite question, c'est est-ce que vous avez donc sollicité un PGE si oui, est-ce que vous l'avez transformé ou parce qu'il y a cette possibilité en emprunt participatif? Là, c'est, j'ai envie de dire, un retour d'expérience. Et comment vous considérez que les pouvoirs publics, comme ils le font sur d'autres secteurs stratégiques, pourraient aider efficacement peut-être à aussi cette intention de supporter l'investissement, toujours l'investissement sportif, d'ailleurs qu'il conçoit dans des infrastructures, dans le développement d'aménagement, je dirais, de lieux économiques et de vie sur nos territoires, comme aussi la filière économie sportive, la filière du sport, je pense au Sportec également. Voilà. On souhaitait vous entendre sur ces points aussi, s'il vous plaît. Oui, alors le plan de relance, c'est peut-être l'occasion, effectivement, est sûrement l'occasion d'aider le football à surmonter sa crise. Et peut-être qu'il y a Jean-Michel a raison, il y a du côté des... Alors, on a souscrit un PGE au titre du club, et on a bénéficié, comme l'ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, du PGE qui est passé par la Ligue, qu'on a commencé d'ailleurs à rembourser, puisqu'il est prélevé sur les droits audiovisuels. Donc il y a sans doute quelque chose à creuser autour pour les clubs qui auraient besoin de fonds propres de cette transformation en prêt participatif, ça autour des PGE. On a bien entendu allongé le nôtre et puis on le gère de façon intelligente. Bon, il y a en même temps une exigence de renforcement des fonds propres pour tous les clubs. Je pense que Jean-Marc Micheler vous a dit que si l'exercice là, pour cette année s'est bien passé, c'est aussi que les actionnaires, que ce soit en compte courant ou directement en fonds propres directs, ont fait l'effort qu'il fallait. Il va falloir sans doute être plus imaginatif dans les mois qui viennent. Donc moi du côté de l'État, en dehors de cet enjeu d'emprunt participatif, il y a peut-être, quand il y a des rénovations d'infrastructures importantes, à faciliter le traitement global de l'opération. Je prends l'exemple de Charletti. C'est évident que s'il n'y a pas un réaménagement global de la zone, et donc ça peut intéresser la ville, ça peut intéresser la région, ça peut intéresser l'État, ça peut être un peu difficile de rénover simplement le stade. Bon, je prends l'exemple d'ailleurs de ce qui a été fait dans le rugby par le Racing du côté de l'Arche, en accord avec le département, en accord sans doute avec la ville. Il y a un ensemble de bureaux, il y a un ensemble de... C'est tout aussi important qu'une aide financière directe pour pouvoir construire des projets qui sont un peu globalisants. Alors après, je connais les contraintes environnementales, les contraintes d'aménagement du territoire de tel ou tel quartier. Bon, il se trouve que je trouve que du côté de Charletti, il y a des choses à faire de ce côté-là, il y a des choses à inventer. Donc moi, je pense premièrement, effectivement, qu'il faut être
mais c'est le cas pour toute l'économie. Derrière les PGE, il y aura sans doute un enjeu de renforcement des fonds propres. Alors, je ne dis pas que l'État doit se retrouver actionnaire de tous les clubs, mais c'est valable pour beaucoup d'entreprises sur le territoire. Mais en tout cas, il peut faciliter des modalités de traitement de ces emprunts qui permettent de donner un second souffle au football. Après, très franchement, c'est pour ça que j'insiste, moi, sur la question européenne. L'harmonisation des politiques sociales et fiscales dans le domaine du football, ça peut être une vraie source d'oxygène pour le football français. Alors après, je sais bien que l'harmonisation, ce n'est pas toujours de monter vers ceux qui bénéficient de ça, c'est parfois de faire descendre ceux qui ont des bénéfices qu'on considère comme pas tout à fait normaux. Mais je crois qu'il y a une réflexion à ce niveau-là, parce que c'est aussi un enjeu d'équité dans un secteur où, par définition, le sport doit être traité de façon équitable. Il faut que la concurrence soit au moins loyale. Et là, en l'occurrence, elle n'est pas. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, je pense que Jean-Michel Aulas, à une époque, a parlé aussi de concurrence déloyale en citant certains événements que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais en matière sociale et fiscale, il y a un peu de grain à moudre. Et je le dis d'autant plus que je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas toujours le premier à partir sur ces questions-là. Mais là, il y a trop de décalage. Donc je crois que l'État français peut nous aider en poussant la réflexion européenne et en profitant encore une fois peut-être... Je dis toujours que le foot est un miroir un peu exacerbé de la société, avec toutes les belles choses et les bonnes choses, et parfois tous les dérapages et les turpitudes. Mais quand on veut mettre un peu de cohérence sur la planète et de solidarité, peut-être qu'il y a des choses à faire dans le football aujourd'hui pour que la France retrouve un peu plus vite le rang qu'elle a un peu perdu ces derniers temps. Oui, profitons peut-être de l'effet Biden, c'est ça, sur une sorte de taxation minimale, ou en tout cas d'une règle minimale, en tout cas de... Répondu sur les GAFA. Bon, les GAFA, soyons clairs. Hein. Moi, j'ai parfois un petit côté réaliste et en même temps, il y a des valeurs citoyennes auxquelles je tiens. Bon, je pense qu'elles encombrent un peu la planète et leur puissance aujourd'hui pose des problèmes de concurrence. Et j'aimerais pas que le football soit demain, et j'accueille volontiers Amazon et j'attends avec impatience de voir ce qu'ils vont faire. J'aimerais pas demain que le football soit la prochaine victime, parce que c'est très attractif. Quand on vaut près de 2000 milliards en bourse, ben c'est sûr qu'on se dit au moins on n'aura pas les problèmes de Mediapro. Mais après, il faut voir ce que ça apporte comme ingrédient nouveau au football français. Donc là aussi, il faut réfléchir. Alors il y en a qui rêvent un peu trop à l'arrivée des GAFA pour supplanter les opérateurs historiques. Moi, je pense qu'il faut les accueillir, mais avec beaucoup de précautions et déjà une stratégie bien en place qui leur permet de dire voilà ce qu'on vous demande de faire, ça vous convient, ça vous convient pas, qu'on subisse pas, quoi. Parce qu'autrement, je pense que le football ne pèse pas assez lourd, même au niveau mondial, pour corriger le tiers de GAFA qui sont sur des trajectoires, et je dis tous, hein, je ne parle pas simplement d'Amazon, qui les amènent sur d'autres planètes que les nôtres, et on risque d'être traités de façon un petit peu négligeable, parce que les enjeux à côté sont beaucoup plus lourds que ceux du football. Ouais, on sera amené à poser la question, donc tout ça plutôt à la LFP, effectivement, puisque la stratégie est importante. Et votre remarque est pertinente, puisque je crois que c'est un partenariat, c'est ce qu'on a pu voir en tout cas, que les relations conflictuelles, c'était avant tout, donc, comme dans toute relation, à un moment donné, voilà, je pense que c'est quelque chose qui se gère à deux, et que le conflit se résout aussi à deux, et pour ça que c'est toujours bien de s'entendre sur un contrat de départ avec des objectifs et des moyens et des intentions partagées, des responsabilités partagées. Dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas de méprise sur mon propos, autant je suis de ceux qui souhaitaient qu'on trouve un atterrissage avec les opérateurs historiques et notamment Canal, mais également beIN, autant je trouve que Vincent Labrune a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire pour essayer d'obtenir ce résultat. Quand je disais que certains avaient parfois des comptes à régler avec Canal, c'est pas tout à fait lui que je visais, hein, pour être clair. On ne vous a pas interrogé jusqu'à maintenant sur la question de la possibilité que va donner Amazon de diffusion en clair des 10 premières journées de la Ligue 2. Est-ce que, d'ailleurs, sur le principe d'une diffusion d'une partie des matchs, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2, en clair de temps en temps ou pour un certain nombre de matchs, vous êtes plutôt favorable? Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative en particulier? Alors, c'est une excellente question, parce que je dirais il y a le positif et il peut y avoir l'inquiétude. Le positif, c'est que moi, je suis ravi que la Ligue 2 soit exposée par une chaîne que par ailleurs j'apprécie et qui fait du bon travail
certains des journalistes qui s'y expriment seront peut-être un peu moins critiques sur le football français quand ils seront amenés à valoriser la Ligue 2 et la Ligue 1 demain, mais ça c'est la critique et l'autocritique. Bon, après, quand on s'expose en clair, on est obligé de se dire, mais demain, les droits audiovisuels, ça sera quoi ? Et c'est en ça que je dis, pour l'instant, mais peut-être que Vincent Labrune vous éclairera parce qu'il est un peu plus que moi dans le secret des dieux, en tout cas dans les secrets de négociation avec Amazon, comment va se combiner la cohabitation entre un Amazon tout-puissant et le service public, par exemple. Moi, j'ai regardé attentivement, en plus j'étais ce soir-là à Roland-Garros, la cohabitation entre Amazon et, en l'occurrence, c'était France Télévisions, d'ailleurs, qui diffusait. Bon, ça mérite d'être creusé. Je veux dire, demain, je suis curieux de voir comment cette cohabitation, cette construction, peut-être ces partenariats vont se développer. Aujourd'hui, entre l'Équipe Magazine, alors c'est pas le service public, hein, c'est une chaîne privée, et Amazon, demain peut-être entre France Télévisions et Amazon, l'enjeu pour le football professionnel est de savoir si on peut attendre de ça un maintien, une progression ou une régression des droits audiovisuels. Je suis incapable de répondre à la question aujourd'hui. Ça dépend autant de la stratégie d'Amazon que de la stratégie des partenaires qu'ils trouvent. Je trouve que c'est très intelligent ce qu'ils font. Ils vont se consacrer au lancement de la Ligue 1. Et donc ils se disent, dans un premier temps, la Ligue 2 peut être bien exposée par l'équipe 21. Bon, après, il faut se poser la question de l'après, quoi. Justement, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'avenir des droits audiovisuels pour le football français, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2. Mais je suis ravi, dans un premier temps, que la Ligue 2 soit exposée. En multiplex, oui, voilà. Puis il faudra aller chercher après, sur Amazon Prime, la suite. Non, je vous en prie. C'était juste pour savoir si cette annonce-là a eu un effet sur vos partenaires, à savoir le fait que, par définition, donc l'exposition au plus grand nombre est... On a une bonne qualité de relation. Avec les nouveaux, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, non, puisqu'on discute avec 2 ou 3 d'entre eux relativement importants. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un élément qui est pris en compte. Mais ça viendra sûrement demain. De toute façon, les sponsors vont s'intéresser au taux de regard des téléspectateurs, quoi, demain. Il me reste à vous remercier, monsieur le Président, monsieur Hérault aussi qui l'accompagne, pour toutes ces précisions et ces réponses très précises à nos questions avec le rapporteur Cédric Roussel. Cette émission au long cours, hein, on a encore quelques mois devant nous jusqu'à la fin de l'année pour aller au fond des choses, donc on ne manquera pas de revenir vers vous éventuellement pour des compléments d'information ou en tout cas d'autres échanges dans le cadre peut-être un peu moins formel de cette audition. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie également. J'ai essayé de répondre avec le maximum de précision à vos questions. J'espère surtout que votre commission sera utile pour déjà dissiper les zones d'ombre et puis nous aider à construire une réforme du football qui est indispensable aux yeux de tous, quoi. Même si tout le monde n'est pas d'accord sur la voie à suivre, au moins tout le monde s'accorde à dire qu'il faut bouger. Et il faut bouger vite. Merci en tout cas à vous.